l'énigme des cités ensevelies et les secrets enfouis du grand rosé historique. Il existe un bâtiment devant lequel chacun de nous a probablement marché tout au long de sa vie sans jamais s'arrêter pour poser une question pourtant fondamentale. Pourquoi son premier étage se trouve-t-il sous le niveau de la rue actuelle? Pourquoi ses fenêtres sont-elles à moitié enterrées dans le sol? Pourquoi l'entrée principale exige d'elle de descendre quelques marches pour y accéder au lieu de monter? On nous a toujours répété que la configuration avait été pensée ainsi dès l'origine. On nous a assuré que la rue avait toujours été à cette hauteur précise. Mais que se passerait-il si la rue ne l'avait pas toujours été? Que se passerait-il si le sol lui-même, la fondation même des villes que nous qualifions d'anciennes, était arrivée bien après la construction de ces édifices monumentaux? Cette perspective vertigineuse suggère que l'humanité lope à l'auteur de ce monde, mais simplement son héritière. Les peuples modernes marchant dans des rues qu'ils n'ont pas surélevées et vivent à l'intérieur de murs qu'ils ne peuvent pas pleinement expliquer. En nous raont pourtant, avec une confiance remarquable et très peu de preuves tangibles, que des bâtisseurs exactement comme n'ont tout construit à partir de rien. La thèse pourtant simple, et elle refuse de l'esprit une fois énoncée. Quelqu'un a enterré le monde, puis a affirmé que nous l'avions bâti. Pour comprendre cette hypothèse, il convient de commencer par observer un motif récurrent et non une simple théorie. Dans une multitude de villes, sur tous les continents, il existe une manie pestante, presque obstinée, au sein des archives historiques officielles. Des bâtiments entiers possèdent des rez-de-chaussée situés bien en dessous du niveau de la rue contemporaine. Des ouvertures et des portes s'ouvrent directement sur ce que la science moderne appelle aujourd'hui un sous-sol ou une cave. Des fenêtres manifestement conçues sur le plan architectural pour laisser entrer la lumière du soleil, fixant désormais des murs de terre compactés et de remblais d'origine totalement inconnue. L'explication officielle pour la plupart de ces cas est d'une banalité déconcertante. La recherche académique parle d'accumulation graduelle de débris, de siècles de sédiments ou d'un asseu naturel du terrain. Les villes s'élèvent avec le temps, nous dit-on, de la même manière que les deltas des fleuves, lentement, progressivement, une couche à la fois. Cette explication, prise isolément, ne semble pas déraisonnable à première vue. Cependant, lorsqu'on examine la situation de plus près, cette théorie de l'accumulation commence à se fissurer sérieusement. L'accumulation graduelle ne parvient pas à expliquer l'uniformité, la vitesse et l'apparition quasi simultanée de ce phénomène dans des cités éloignées. Ce phénomène se manifeste de manière identique à travers des villes qui n'auraient dû avoir aucun contact direct entre elles à l'époque. Des cités séparées par des océans immenses, par des chaînes de montagnes massives et par des siècles d'isolement culturel à part montrent exactement le même motif géométrique et architectural. De plus, toutes ces modifications s'inscrivent dans une fenêtre historique particulièrement restreinte. Une telle régularité ne peut pas être issue d'une simple accumulation naturelle et lente. Cela ressemble bien plus à un événement global et soudain. Chicago, par exemple, un événement extraordinaire, s'est produit durant la seconde moitié du XIXe siècle. La ville a été physiquement soulevée. L'ensemble du réseau urbain du centre-ville, incluant les bâtiments, les rues et les infrastructures, ayant été élevés jusqu'à près de 4 mètres dans certaines sections. Cet exploit technique est largement documenté par les ingénieurs de l'époque, qui ont consigné les détails. Georges Pullman, devenu célèbre par la suite pour ses wagons de train, a participé activement à la mécanique de levage de blocs de bâtiments entiers. Des centaines d'ouvriers actionnaient simultanément des vérins à vis synchronisés pour monter les structures. La raison officielle invoquée par les autorités était une crise sanitaire majeure. Le problème de drainage de la ville de Chicago était effectivement catastrophique à cette période. Les eaux usées ne pouvaient pas s'écouler correctement vers les cours d'eau, car les rues étaient trop plates et situées à une altitude trop basse par rapport au lac. La solution qui a semblé évidente aux ingénieurs des années 1960 était de tout soulever. Il est nécessaire de s'arrêter un instant sur la portée d'une telle décision. La ville était considérée comme trop basse, et les rues devaient monter, plutôt que de détruire les bâtiments pour les reconstruire plus haut.
Autorités n'ont pas choisi de concevoir une nouvelle ville à Paro sur un sceau surélevé. Au lieu de cela, les structures existantes, dont certaines étaient construites en briques massives, ont été soulevées mécaniquement. De nouvelles fondations ont été insérées en dessous d'elles, et le niveau du sol environnant a été rehaussé pour correspondre à la nouvelle hauteur. Ce processus soulève une question simple mais absolument critique. Pourquoi ces bâtiments se trouvaient-ils déjà en dessous du niveau du sol fonctionnel à l'origine, si une communauté bâtit une ville à partir de rien sur une prairie vierge? Elle ne construit pas ses premiers étages sous le niveau naturel. Si l'on commence avec des lots arpentés et une planification urbaine organisée, comme Chicago prétend l'avoir fait, on ne commet pas une telle erreur de calcul. On construit au niveau du sol, voire au-dessus pour anticiper les crues. À moins que les bâtiments n'aient déjà été présents sur place lorsque la ville officielle a été prétendument fondée. Cela impliquerait que le soulèvement technique de Chicago n'était pas évasion d'ingénierie, mais une vaste entreprise de dissimulation de structures antérieures. Pour explorer d'autres perspectives, Saint-Pétersbourg se dresse comme l'une des villes les plus architecturalement haies de la planète. Fondée officiellement en mai 730 par le tsar Pierre le Grand sur un delta marécageux à l'embouchure de la Leva, la légende affirme qu'elle fut construite en seulement 20 ans. Des dizaines de milliers d'ouvriers auraient accompli ce prodige. Cette ville, conçue dans la plus pure tradition baroque d'Europe occidentale, repose sur des milliers de pieux enfoncés dans le marécage. Elle affiche une complexité architecturale qui exigerait aujourd'hui des siècles de savoir-faire accumulés pour être répliquée. Pourtant, les récits affirmant qu'elle est surgie en deux sur un marais stérile. En parcourant les rues actuelles de Saint-Pétersbourg, on peut compter d'innombrables bâtiments dont les premiers niveaux sont indéniablement souterrains. Il ne s'agit pas de celliers de stockage ou de sous-sols délibérément enfoncés pour des raisons techniques. Les encadrements de fenêtres possèdent des corniches ornementales complexes conçues pour être admirées depuis la rue. Mais elles ne sont visibles que depuis le sous-sol ou à travers des grilles en fer forgé intégrées au trottoir. Des arches d'entrée majestueuses s'ouvrent 3 marches en dessous du sol actuel au lieu d'être à niveau ou surélevé. Le motif se répète avec une précision troublante. Un plongeon dans la documentation historique, les anciens plans d'arpentage, les revues architecturales pré-révolutionnaires et les registres de recensement de la ville, un constat s'impose. Le silence des archives est assourdissant. Il n'existe presque aucune trace écrite détaillée de la construction initiale de ces monuments. On ne trouve pas les registres d'emprunteurs, les documents d'approvisionnement en matériaux procèdent à l'échelle des travaux, ni les rapports sur les pertes humaines, bien que le coût humain soit décrit comme effroyable. La réalité factuelle montre une ville déjà pleinement formée, inexplicablement complexe et partiellement enterrée dès sa fondation officielle. Le plus étrange réside dans la réponse uniforme fournie lorsqu'on interroge la science sur la raison de cet enfouissement des rez-de-chaussée à Saint-Pétersbourg. La recherche évoque systématiquement les inondations fréquentes de la Leva, l'accumulation de sédiments dans le delta et l'affaissement progressif de la cité sous son propre poids. La ville se serait enfoncée dans le sol marécageux sur les pieux qui la soutiennent. Mais se pourrait-il qu'elle ait été découverte déjà partiellement submergée par les premières colons modernes? Pour désigner ce phénomène mystérieux, un terme a émergé en dehors des cercles académiques classiques qu'il déluge de boue. Ce concept ne figure pas dans la littérature géologique sous cette appellation. Pourtant, la recherche de terrain permet de découvrir des preuves matérielles tout à fait cohérentes avec ce qu'un tel terme décrit. Il s'agit de l'inondation rapide et à grande échelle, non pas par de l'eau claire, mais par des sédiments liquéfiés et de la boue dense. Un tel événement ne se contente pas de mouiller une région, il l'ensevelit totalement. Il dépose des mètres de matériaux silteux sur des centaines ou des milliers de kilomètres carrés en une période de temps trop courte pour que la stratigraphie montre les couches graduelles assises aux processus sédimentaires normaux. La science reconnaît que de tels phénomènes se produisent à l'échelle locale.
On les appelle des lahars lorsqu'ils font suite à des éruptions volcaniques majeures. On les nomme des coulées de débris après des tremblements de terre intenses ou des événements alluviaux majeurs consécutifs à la fonte rapide de glaciers. La géologie a documenté ces catastrophes avec une fréquence considérable à travers l'histoire de la Terre. Cependant, ces événements restent strictement régionaux ou locaux. Le motif observé dans les structures architecturales suggère une réalité d'un tout autre ordre, un phénomène hémisphérique, voire potentiellement mondial. L'examen de la chronologie dans de nombreuses villes révèle une coïncidence temporelle troublante. Entre 1500 et 1500 environ, une concentration singulière d'événements historiques se produit simultanément à travers le monde. De nombreuses cités sont décrites à cette époque comme nouvellement fondées. D'autres sont présentées comme entièrement reconstruites à la suite d'indices catastrophiques et d'une ampleur inédite. D'autres encore connaissent une expansion fulgurante durant la période qualifiée de révolution industrielle. Partout, si l'on observe attentivement, une couche enterrée traverse cette trame historique. En premier étage, qui ne devrait pas se trouver sous terre, apparaît de manière systématique. Ce constat ne s'applique pas à une ou deux villes isolées. Paris, Londres, Moscou, Istanbul, Philadelphie, Boston ou Cincinnati, la même anomalie se présente avec une régularité presque mécanique. Les indices suggèrent qu'un phénomène d'une ampleur bien plus vaste que celle rapportée par le récit officiel était en cours. En élargissant la perspective géographique, on s'aperçoit que ce mystère dépasse largement les frontières de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Au Pakistan actuel, les ruines de Mohenjo-Daro révèlent une cité d'une sophistication urbaine stupéfiante, dotée de rues en damier, de briques standardisées, de systèmes de drainage couverts et de structures à plusieurs étages. La science archéologique grand public situe la construction de Mohenjo-Daro vers 2500 avant notre foire. Les historiens s'attardent rarement sur le fait qu'une grande partie de ces structures est profondément submergée sous la surface du sol actuel. Les puits d'excavation ont révélé des étages faits aux intacts, scellés par des limons compactés qui ne portent aucune trace d'une occupation prolongée avant leur enfouissement. L'ensevelissement n'a pas été progressif, car la stratigraphie locale ne soutient pas l'idée d'un dépôt lent sur des siècles. L'événement a été brutal et rapide. En Égypte, le grand sphinx de Gizeh présente des traces d'érosion par l'eau extrêmement prononcées sur son corps de pierre. Ces canaux verticaux profonds sont incompatibles avec l'érosion causée par les vents de sable du désert. Ils correspondent en revanche à une exposition prolongée ou torrentielle à d'importantes chutes de pluie ou à des vagues d'eau massives. Le géologue Robert Shaw a documenté ces faits au début du XVIe. Bien que ces conclusions aient été largement rejetées par l'égyptologie dominante, l'érosion physique demeure visible sur le monument. En Turquie, le site de Göbekli Tepe a brisé la chronologie acceptée de la civilisation humaine lors de sa découverte et de ses premières fouilles dans les années 990. Les structures mégalithiques y ont été intentionnellement enterrées et délibérément recouvertes de remblais par leurs propres créateurs. Les raisons de cet enfouissement volontaire demeurent totalement inconnues de la science moderne. L'explication officielle invoque un rituel religieux, une réponse souvent circulaire lorsque les preuves matérielles manquent. L'enfouissement en lui-même ne fait l'objet d'aucun doute. Si à ce stade qu'il devient impossible d'ignorer les points communs entre ces cultures, dans presque toutes les civilisations que nous qualifions d'anciennes, il existe un récit fondateur de déluge. Il ne s'agit jamais d'un simple poème sur une pluie passagère, mais d'une chronique décrivant une inondation totale et dévastatrice de la terre. Les traditions sumériennes, akkadiennes, biblidoux, nordiques, aztèques, hopis, aborigènes d'Australie et védiques répètent la même histoire. Ces récits ne s'attardent pas sur des détails locaux cohérents avec une crue régionale. Ils décrivent une catastrophe à l'échelle planétaire mettant fin à une civilisation avancée. Chaque culture décrit des survivants isolés et un monde dévasté qui a dû être reconstruit à partir de presque rien. Se pourrait-il que ces récits sacrés, transmis et parfois déformés au site,
décrivent la mémoire lointaine d'un événement géologique bien réel. Un examen attentif de la seconde moitié du XIXe siècle, entre 1804 et 1900 d'environ, révèle une explosion soudaine d'architecture monumentale à travers les nations en voie d'industrialisation. Des bâtiments gouvernementaux d'une complexité extraordinaire, des universités prestigieuses, des gares ferroviaires cathédrales, des bibliothèques massives, des opéras, des hôpitaux et des palais de justice ont surgi simultanément. L'échelle de ces constructions titanesques, l'ornementation délicate, comprenant des colonnes massives, des reliefs sculptés, des plafonds voûtés, des ferronneries décoratives et des façades en pierre ciselée, exigerait aujourd'hui des décennies de planification et des armées de spécialistes dont les compétences se transmettent sur plusieurs générations. Pourtant, ces édifices sont officiellement attribués à l'époque de la traction hippomobile, une ère dépourvue d'électricité, de grues modernes ou d'outils électriques performants. Les archives prétendent que des ouvriers équipés de simples bures à main et de charrettes à chevaux ont réalisé ces chefs-d'œuvre. Les architectes de l'époque dessinaient sur du papier l'été, et les communications intercontinentales se faisaient par courrier postal. Malgré ces limitations techniques évidentes, les calendriers de construction fournis par les documents officiels sont scientifiquement stupéfiants de rapidité. L'exposition universelle de Chicago en 1893, connue sous le nom de Royal Columbian Exposition, constitue un exemple frappant. Une ville entière d'un blanc éclatant, entièrement réalisée avec des détails architecturaux néoclassiques d'une richesse inouïe, aurait été construite en moins de 2 ans, pour être presque entièrement démolie immédiatement après la fermeture de l'événement. Pourquoi déployer une telle énergie pour une structure temporaire, à moins que le site n'ait pas été entièrement construit, mais plutôt découvert et restauré pour l'occasion? Le Capitole des États-Unis à Washington présente une complexité architecturale tout aussi mystérieuse. Il a été reconstruit et agrandi de manière substantielle à plusieurs reprises au XIXe siècle. Le dôme en fonte du Capitole pèse à lui seul près de 4 millions de kilogrammes. Selon les rapports officiels, cette structure massive a été assemblée en grande partie durant la guerre de sécession, alors que les capacités industrielles et de main-d'œuvre du pays étaient dramatiquement consumées par un conflit militaire sanglant. La question de savoir comment extraire, transporter, usiner et assembler une telle quantité de fonte avec des outils pré-industriels dans un pays déchiré par la guerre reste ouverte. L'explication officielle invoque le grand effort national, la volonté américaine et l'ingéniosité des ingénieurs de l'époque. Il est tout à fait possible que cela soit vrai, mais il est également possible que l'explication officielle montre ici ses limites. Peut-être que les travaux effectués ne consistaient pas en une construction à partir de zéro, mais plutôt en des travaux de finition, d'adaptation et de réhabilitation d'une structure préexistante. Les nouveaux dirigeants auraient ainsi revendiqué la paternité de l'édifice, tout en ajustant le récit historique pour expliquer sa présence monumentale dans le paysage. L'examen des premières photographies verbaines du XIXe siècle renforce ces doutes. Les villes photographiées, censées être sorties de terre dans des conditions de frontières quelques décennies auparavant, possèdent déjà le vocabulaire architectural des anciennes capitales impériales. L'échelle de ces monuments apparaît totalement disproportionnée par rapport à la taille de la population documentée à l'époque. L'ornementation fastueuse ne correspond pas aux capacités de la main-d'œuvre disponible sur place. De plus, l'uniformité esthétique civique entre des villes, qui n'avaient que des communications intermites, est difficilement explicable par un développement indépendant. Boston, Philadelphie, Chicago et Saint-Louis étaient séparés par des jours de voyage fastidieux au milieu du XIXe siècle. Ces cités étaient alors peuplées en grande partie par de récents immigrants sans tradition architecturale commune. Pourtant, elles ont bâti simultanément des édifices selon le même vocabulaire néoclassique orné, à la même échelle monumentale et avec les mêmes standards techniques élevés. Les approches architecturales et les choix structuraux apparaissent rigoureusement identiques.
Le problème de coordination logistique devient flagrant lorsqu'on l'analyse de manière objective. Plus on étudie les dates officielles, plus le récit historique traditionnel peine à marrance d'ensemble. Se pourrait-il qu'il ait existé une tradition partagée, un modèle hérité ou une infrastructure préexistante que les populations arrivantes ont découverte, documentée comme nouvellement construite, puis habitée. Entre 1500 et 1800, un nombre extraordinaire de grandes villes mondiales ont connu des incendies catastrophiques qui ne ressemblaient en rien à de simples feux de quartier. Il s'agissait de véritables conflagrats des centres urbains entiers. Chicago a brûlé en 1880, Boston en 1862, Atlanta, Jacksonville en 1920, San Francisco en 1900, Bamorca, une autre échelle. Londres avait connu son grand incendie en 606. Moscou avait brûlé en 1800 et Constantinople fut touchée plusieurs au cours du XIXe siècle. Dans chaque cas, l'événement destructeur a été immédiatement suivi d'une phase de reconstruction d'une rapidité remarquable. Ces reconstructions massives, souvent achevées en moins d'une décennie, ont mystérieusement donné naissance à des villes plus grandioses et architecturalement plus sophistiquées qu'avant le désastre. Tout se passe comme si l'incendie n'avait pas été un coup d'arrêt, mais une opportunité unique pour les planificateurs. Les bâtisseurs semblaient moins préoccupés par le deuil des pertes matérielles que par l'amélioration des structures restantes ou par l'enfouissement définitif de ce qui se trouvait en San Francisco. Le tremblement de terre et l'incendie de Noisy ont détruit la surface de la ville presque entièrement. Ce qui a émergé dans la décennie suivante était un réseau urbain étendu et modernisé. Sous ces nouvelles fondations coulées après Noisy 6, on trouve par endroits des vestiges architecturaux incompatibles avec la date de fondation officielle de la ville en 1839. Des voûtes en brise épaisse, des sols carrelés complexes et des armatures en fer forgé témoignent de structures antérieures à la ruée vers l'or et à l'installation des premiers colons américains. Ces vestiges ne font que rarement l'objet d'une documentation scientifique rigoureuse. Ces découvertes fortuites sont parfois mentionnées de passage dans les rapports de chantier des entrepreneurs avant d'être passées sous silence. Certains cas apparaissent dans les journaux de l'époque de la reconstruction, décrits avec une curiosité passagère, puis oubliés par la mémoire collective. Ce phénomène relève moins d'une suppression active et agressive d'informations que d'un choix culturel inconscient et partagé de ne pas poser les questions qui dérangent. Il semble y avoir eu un accord tacite pour accepter l'histoire officielle telle qu'elle était enseignée, afin de ne pas tirer les fils séditieux. Car les implications de ces provinces sont anomalies et vertigineuses. Si ces bâtiments monumentaux étaient déjà présents sur place, si les villes modernes en étaient héritées plutôt que construites à partir de rien, la question n'est plus de savoir comment Ken est érigé, mais qui les a construites à quelle époque. Qu'est-il advenu de cette civilisation de bâtisseurs disparus, sans laisser de traces évidentes dans les manuels scolaires? C'est ici qu'un nom revient avec insistance au centre de ces interrogations sur la Tartaria. Ce terme ne désigne pas un empire validé par l'histoire académique moderne ou une dynastie royale yémane de manière classique. Il s'agit plutôt d'une présence persistante sur les cartes géographiques anciennes occidentales qui a fini par disparaître mystérieusement des documents officiels au cours des siècles passés. Cette désignation géographique a été discrètement retirée du vocabulaire mondial, laissant un espace vide au sein des archives officielles. L'architecture monumentale, ornée et techniquement inexplicable observée à travers le monde pourrait constituer la signature matérielle de cette civilisation effacée. Les édifices apparaissent bien trop sophistiqués pour les capacités techniques de la chronologie officielle qui nous est imposée. Cet effacement cartographique radical ressemble moins à une révision administrative ordinaire qu'à une suppression délibérée et systématique de la mémoire humaine. Si cet empire étendu et technologiquement avancé a existé à l'échelle mondiale, le déluge de boue n'aurait pas été une simple catastrophe naturelle isolée. Cet événement géologique aurait été le mécanisme principal de sa disparition et de son remplacement par le monde actuel. Le cataclysme de sédiments réintègre ainsi l'histoire non pas
comme une simple curiosité géologique ou une note de bas de page, mais comme l'instrument d'un grand recet planétaire. Si un événement de cette ampleur a déposé des mètres de sédiments sur des infrastructures urbaines fonctionnelles en l'espace d'une seule génération humaine, la cause de ce phénomène, question cruciale. Déterminer l'origine de cette catastrophe permet de comprendre s'il s'agit d'un cycle naturel de la Terre ou d'une action délibérée. La thèse d'une catastrophe naturelle d'origine climatique trouve certains appuis au sein de la science. Le début du XIXe siècle était marqué par une instabilité climatique majeure à l'échelle mondiale. L'éruption du mont Tambora en Indonésie en naissance a été la plus puissante enregistrée dans l'histoire humaine. Elle a provoqué ce que les historiens nommant l'année sans été en itinérance, entraînant des famines généralisées et des perturbations climatiques durant plusieurs années. La science paléoclimatique sait également que le dernier retrait glaciaire a laissé derrière lui des conditions propices à des phénomènes alluviaux et d'adélard de grande envergure. Les bassins de la mer Caspienne, de la mer Loire et de la Méditerranée ont tous connu des variations rapides et catastrophiques du niveau des périodes géologiquement récentes. Cependant, l'explication purement naturelle se heurte une limite de taille lorsqu'on analyse la régularité du phénomène à l'échelle planétaire. Les catastrophes naturelles classiques ne produisent pas un enfouissement aussi uniforme et régulier à travers des continents séparés par des milliers de kilomètres. Elles n'expliquent pas la présence constante des mêmes fenêtres à moitié enterrées, des mêmes rez-de-chaussée souterrains et de la même transition abrupte dans les archives architecturales mondiales au même moment. Moins d'envisager une catastrophe naturelle d'une magnitude, telle que la science moderne n'en possède aucun exemple contemporain dans ses modèles de prévision. En basculement soudain des pôles magnétiques, l'impact d'une comète dans un bassin océanique ou une fonte ultra rapide des calottes glaciaires pourrait correspondre à ce profil de destruction. Les géologues évoquant parfois ces phénomènes sous le nom d'impulsion d'eau de fonte dans les relevés paléoclimatiques. La plus dramatique d'entre elles, l'impulsion 1, a élevé le niveau global des océans d'environ 20 mètres en une période que certaines estimations récentes évaluent à moins d'un siècle, pour une civilisation côtière ou fluviale. Une élévation de 20 mètres en 50 ans se traduirait concrètement par un véritable déluge de boue et de sédiments. Une muraille d'eau chargée de limon déferlerait, avec si peu de préavis, que les bâtiments seraient instantanément submergés avant d'avoir pu être évacués. Les contenus resteraient intacts. Les premiers étages seraient définitivement scellés et les infrastructures urbaines se retrouveraient préservées mais enfouies sous le sol. Cette perspective suggère un événement global d'une puissance inouïe. L'alternative à cette explication naturelle mène vers une hypothèse encore plus troublante, si celle d'un recet intentionnel et d'un effacement systématique d'une civilisation démantelée. Si une culture avancée et unie par des standards architecturaux mondiaux a été détruite, ses populations dispersées et ses archives éliminées, le déluge de boue aurait pu servir de couverture idéale pour les nouveaux maîtres du monde. Un événement naturel réel et dévastateur aurait pu être exploité comme une opportunité politique unique pour réécrire l'histoire à partir d'une page blanche. Les nouveaux dirigeants auraient instauré de nouveaux mythes fondateurs, de nouvelles dates clés et des chronologies nationales débutant opportunément après la catastrophe. Le récit officiel peine à concilier ces contradictions manifestes. On ne peut pas affirmer à la fois que ces métropoles ont été construites par des ouvriers équipés de chars et chevaux en 20 ans et expliquer comment leur architecture présuppose évolutions techniques et de compagnonnage artistique. L'explication officielle de l'accumulation urbaine lente ne permet pas d'élucider la rapidité et l'uniformité constatée de l'enfouissement des structures. Ce qui frappe l'esprit lors d'un audit minutieux des archives documentaires du XIXe siècle, c'est précisément l'absence de documents cruciaux là où ils devraient logiquement se trouver. Au-delà du manque de registres de chantiers proportionnels à l'immensité des travaux, les recensements de population du début des années 1800 ne correspondent pas à la taille des infrastructures urbaines existantes.
Les documents de planification urbaine officiels ne commencent souvent qu'après la prétendue construction des villes, suggérant que les urbanistes modernes sont arrivés dans des cités désistantes pour en dresser les plans. Les registres municipaux de plusieurs villes européennes et américaines mentionnent de laconique la découverte de structures souterraines préexistantes lors de travaux de terrassement, sans que ces structures ne figurent dans les documents de fondation de la cité. Une telle absence d'information à une échelle aussi vaste et uniforme ne peut pas être le simple fruit du hasard ou d'oublis administratifs répétés. L'effacement des données s'est produit de manière identique au sein de nations qui étaient pourtant des puissances rivales à l'époque, et qui auraient dû avoir intérêt à préserver l'intégrité de leurs propres archives historiques face à leurs concurrents. Cela suggère la mise en place d'un processus diffus d'oubli institutionnel et d'éditorialisation de la mémoire historique collective. Il ne s'agit pas nécessairement d'un complot mondial meurtré par un acteur unique, mais plutôt d'un projet culturel convergent visant à simplifier le passé pour le transformer en un récit historique linéaire, contrôlable et facilement enseignable aux générations futures. Une fois que ce motif d'anomalie est identifié dans le paysage urbain, il devient impossible de l'ignorer. Les villes surélevées, les fenêtres murées sous les trottoirs, les premiers étages orphelins, les photographies d'époque montrant des avenues monumentales, totalement désertes, et les incendies opportuns formant un ensemble de faits tangibles. Ces éléments appartiennent aux archives photographiques publiques, aux relevés architecturaux officiels et à la stratigraphie géologique observable par chacun. Ces anomalies matérielles peuvent être visitées, mesurées et documentées directement sur le terrain par n'importe quel observateur attentif. Une question fondamentale demeure en suspens de ce constat. Si une civilisation avancée a précédé la nôtre et a été effacée des mémoires, quelles connaissances techniques et philosophiques possédait-elle que l'humanité moderne a perdues? Quels secrets renfermaient les bibliothèques disparues ou oubliées au cours de ces transitions tumultueuses? Que cachent ces premiers étages scellés par la boue sur lesquels le monde moderne a coulé des dalles de béton épais lors des reconstructions successives? Vivre au sein d'une civilisation sans en connaître les véritables racines revient à habiter des structures que l'on n'a pas construites et à parcourir des avenues surélevées pour massues qui se trouvent en dessous. L'humanité moderne copie amplement des formes architecturales anciennes sans être capable d'en expliquer pleinement les processus de réalisation d'origine. Les pertes subies lors de ces événements historiques majeurs ne sont pas seulement d'ordre architectural ou documentaire, elles sont avant tout épistémologiques. Des catégories entières de connaissances humaines, des manières de concevoir le monde physique, des méthodes de transformation des matériaux et des formes d'organisation sociale à grande échelle ont disparu sans être transmises aux survivants. Les dépositaires de ces savoirs antiques ont disparu brutalement lors d'un cataclysme ou d'une succession de crises majeures. Leur place, les sociétés modernes se sont installées au sein d'épaules qualifiées de nouvelles, s'appropriant des infrastructures préexistantes, tout en rédigeant des chronologies nationales débutant commodément après le grand cataclysme. La boue a scellé les structures inférieures. Les incendies ont nettoyé la surface des terres et les archives ont été révisées pour s'adapter aux récits exigés par les nouvelles autorités. Les édifices monumentaux subsistent à travers le temps, imperturbables, à moitié enterrés, arborant des corniches situées au niveau du trottoir qui attendent le retour d'une rue qui ne retrouvera jamais sa hauteur d'origine. Trut isalo étranger dans fiction, soit subscribe buton renote neve mise de next classique historique al secret.